Merci, bonjour, merci de me faire l'honneur d'être encore présent ici, dans la co-organisation avec Corinne de cette séance. Il y a maintenant 4 ans, j'étais venu ici pour la première fois présenter la première prothèse totale de genou en ambulatoire que j'avais réalisée en 2012. Je me souviens que dans la première fois que j'étais venu, j'avais présenté 8 prothèses de genoux et on m'avait fait la remarque tout à fait pertinente que c'était pas une série qui était très importante pour pouvoir suffisamment dire si c'était valable ou non. Et depuis 4 ans maintenant, depuis 5 ans qu'on a commencé, la série a grandi et j'espère pouvoir vous convaincre que ce n'était pas qu'une folie et que nos patients vont bien et que c'est pour le bien des patients qu'on arrive à le faire. Et mes collègues qui sont après moi essaieront de vous convaincre que ça peut être extensible à d'autres pathologies et que c'est un vrai travail d'équipe. C'est ça qui a guidé un petit peu notre façon de faire depuis le début, c'est qu'on a trop souvent l'habitude de faire parce qu'on a l'habitude, on fait parce qu'on a l'habitude de faire. Et ça tue toute innovation, parce que quand on a l'habitude, on ne se pose plus la question de savoir si on peut faire autrement. Et c'est ça qui a guidé un petit peu notre façon de penser, notre philosophie. Et je dirais maintenant à l'envers que c'est parce qu'on a des habitudes qu'il faut les changer. Qu'est-ce que c'est que la chirurgie ambulatoire? Parce que finalement, on en fait beaucoup en ce moment sur la chirurgie ambulatoire. Il faut rappeler d'abord que ce n'est pas la chirurgie ni l'anesthésie qui sont ambulatoires, c'est la prise en charge du patient, c'est le mode d'hospitalisation du patient qui est ambulatoire, mais pas la chirurgie. Que globalement, il y a des petits trucs qui vont changer, mais que la chirurgie et l'anesthésie restent globalement inchangées. Et la seule chose qui va différer par rapport à une prise en charge classique, c'est que le patient ne va pas dormir dans un lit hospitalier, il va dormir chez lui, mais tout le reste va globalement être pareil. Bien évidemment, ce n'est pas forcément adapté à tous les patients, parce qu'il va y avoir des critères d'inclusion à l'ambulatoire qui sont déjà bien connus de tout le monde, et on ne va pas pouvoir le faire pour la totalité, mais pour un plus grand nombre de plus en plus aujourd'hui. Quand on parle de réhabilitation, de récupération, c'est quelque part, on part du principe qu'on l'a perdu. Et c'est le but des techniques dites de récupération rapide, c'est d'essayer justement de ne pas faire de rééducation, parce que le but, ça va être de ne pas perdre. Rester dans un lit 8 jours, c'est compliqué de se relever au bout de 8 jours. Par contre, rester dans un lit 8 heures, c'est beaucoup plus facile de se relever. Et c'est ça le principe de la récupération rapide. C'est diminuer l'impact de la chirurgie et de l'anesthésie, parce qu'il y a un impact également de l'anesthésie. Et l'idée, c'est pas forcément d'aller le plus vite possible, mais d'avoir une distance la plus courte à faire. Donc si on ne perd pas, on va récupérer beaucoup plus vite, parce que la distance qu'on va avoir perdue est beaucoup plus courte. Donc la notion de rapidité n'est pas de vouloir y aller à marche forcée, c'est de réduire la distance qui va nous séparer d'une récupération totale. Alors jusqu'où on pouvait aller, je t'ai venu présenter ici qu'on pouvait faire de l'ambulatoire sur de la chirurgie lourde, y compris sur de la chirurgie prothétique. Au départ, ce n'était pas forcément une finalité pour tout le monde, c'était pour voir si c'était gérable et faisable. Aujourd'hui, pour nous, c'est devenu une évidence. Il faut proposer l'ambulatoire à tout le monde, sans discrimination, et après, on décline les critères pour savoir si c'est possible ou pas. Et le plus grand slogan, c'est les patients qui le disent, et ils disent tous la même chose, c'est qu'ils sont quand même mieux chez eux. C'est un chemin assez long et passionnant. Encore une fois, ça fait 5 ans qu'on a fait la première et que maintenant qu'on est capable de présenter une série avec un nombre suffisamment conséquent. Et en tout cas, pour nous, aujourd'hui, l'ambulatoire doit être la prise en charge de référence pour la chirurgie prothétique lourde. Il n'y a pas de doute là-dessus, encore une fois, à condition que les critères soient réunis pour qu'on puisse le faire. Il faut changer de culture, il faut penser les soins autrement, c'est-à-dire qu'il faut permettre au patient de faire ce qu'il veut. Je crois qu'il faut sortir du dogme de dire au patient, vous n'avez pas le droit de vous lever avant le 4e jour ou avant le 5e jour. Si le patient il peut se lever le 1er jour, il faut le laisser faire. Et puis on regarde ce qui se passe, et puis quand on regarde ce qui se passe, il se passe rarement quelque chose de très dommageable pour lui. Et donc l'idée, c'est de diminuer l'impact du parcours de soins. Et puis il faut penser l'organisation autrement, parce que nos hôpitaux, nos structures sont pensées en termes d'organisation de nombre de lits, et ça va changer parce que le nombre de lits diminue, et par contre il y a de plus en plus de patients. Donc il faut passer d'un concept hospitalier hôtelier à un concept de flux de patients, avec un travail en équipe qui va être moins centré sur le chirurgien. Et il faut partager et valoriser le rôle de chacun, c'est-à-dire que ça redonne un rôle plus important à l'infirmière, ça redonne un rôle plus important aussi à l'anesthésiste, dans ce couple équivalent maintenant chirurgien-anesthésiste. Et puis il faut transformer notre outil de travail, on va le voir dans les présentations qui suivront, et bien évidemment faire évoluer le système de santé, parce qu'encore une fois, notre système de santé n'est pas centré sur ce paradigme. Comment on va faire ça? Depuis 5 ans, on a un petit peu évolué, mais finalement, c'est resté un peu pareil. Mais on va faire énormément d'informations et d'accompagnement du patient
avant l'intervention, avec ce qui a un peu révolutionné les choses, c'est de diversifier les consultations. Il y avait une consultation de chirurgien, celle-là elle est incontournable, il y avait la consultation d'anesthésie, et puis maintenant nous on fait une consultation infirmière qui a transformé les choses parce qu'elle modifie considérablement la quantité et la qualité d'informations qu'on peut donner aux patients, et on déroule le parcours du patient tel un scénario, comme si le patient devait vivre sa pathologie, et si vous voulez qu'il la vive et qu'il la joue correctement, il faut lui donner les clés pour qu'il puisse le faire. Et donc on va lui donner un scénario, et ce sera à lui de jouer le film, et à nous, chirurgiens, de faire le metteur en scène, de plus être l'acteur principal du film, mais d'être le metteur en scène. Ça pose peut-être un problème parce que le metteur en scène est derrière la caméra, alors qu'avant, moi le premier, j'aime bien être devant la caméra, quoi. L'anesthésie, on en parlera dans une communication suivante, on appelle ça moderne, mais c'est moderne parce que c'est aujourd'hui, mais demain ça sera plus moderne. Et il faut essayer d'avoir une prise en charge de la douleur la plus agressive possible et tendre vers la douleur zéro. J'ai un associé qui dit, moi, à ses patients, que c'est bien d'avoir un petit peu mal parce qu'au moins ils comprennent qu'ils ont eu quelque chose. J'ai du mal à adhérer à ce discours. Et je pense que la douleur peut être considérée comme une alerte à certains moments de la vie, mais en post-opératoire, elle est quand même surtout là pour nous gêner. Et c'est mieux d'essayer de la traiter la plus efficacement possible. Et puis il faut rentrer à la maison le plus rapidement possible parce qu'à la maison, on est moins impacté psychologiquement par tout ce qui se passe autour de nous. Et donc le but, c'est de diminuer cet impact à la fois psychologique et physique de ce qu'on peut faire subir aux patients. Il ne faut pas croire que c'est une recette magique, loin de là. On n'a rien inventé de très extraordinaire. On a essayé de regrouper des choses qui se faisaient ailleurs. On n'est pas les premiers à l'avoir fait, loin. Simplement parce que je vais mettre un petit peu d'anesthésie locale dans mon genou, je fais de la récupération rapide. Il ne faut pas croire non plus que ce que j'ai vu à un endroit et qui a l'air de très bien marcher, je vais pouvoir le transposer tel quel chez moi. Ce n'est pas vrai. Il faut construire son environnement avec son écosystème et les acteurs qui tournent autour. Et puis, il ne faut pas croire que parce que je fais de la récupération rapide, je vais automatiquement aller à l'ambulatoire. Et puis, on est regardé. Je vous remercie de nous inviter pour pouvoir vous le dire. Mais à chaque fois, on est contraint par l'échec parce qu'on sait qu'on passe pour des marginaux un petit peu, alors de moins en moins, et c'est tant mieux, mais on est sous les feux de la rampe un petit peu et on a peur de se tromper parce qu'on sait qu'on va pas nous le pardonner. On parlera de l'anesthésie un peu plus tard, donc dans une autre communication, mais en termes de chirurgie, finalement, la chirurgie, elle est presque inchangée par rapport à ce qu'on faisait avant. On n'utilise plus de garrot pour le genou, ça paraît idiot, mais il n'est jamais venu à l'idée à quelqu'un de mettre un garrot sur une hanche, par exemple, tout simplement parce qu'on ne peut pas. On peut faire exactement la même chose sur un genou, puis ça ne change pas grand-chose. Pas de drainage, ça fait longtemps qu'il y a des tonnes d'études qui montrent que ça ne change pas grand-chose en termes d'hématome ou d'infection post-opératoire. Par contre, ça change considérablement la gestion de la douleur post-opératoire et éventuellement le taux de transfusion. On utilise des produits qui coûtent pas cher, type Hexacil, pour éviter le saignement, alors en local et puis en voie générale. C'est des vieux produits qui existent et qui sont mis. Sur la chirurgie du genou, maintenant, il y a des petites particularités techniques qui existent, mais ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est que c'est certainement pas l'outil principal. La chirurgie en elle-même va être suffisamment inchangée pour qu'on puisse dire que c'est pas ça qui va permettre de passer à l'ambulatoire. Quelque chose qui nous a permis de beaucoup évoluer, un petit film sur l'infiltration locale. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que... pardon, c'est pas parti tout seul. Partira pas le film ? Partira pas. Bon, alors il n'y aura pas de film. C'était un petit film pour vous montrer un petit peu comment on fait une anesthésie locale au niveau d'un genou. Le principe, c'est de penser que quand on vous donne un médicament antalgique de façon par voie générale, ce médicament va avoir une action sur le lieu de la douleur, mais il va avoir une action générale aussi. Et on connaît tous les effets indésirables de la morphine qui endorment, qui font vomir, qui entraînent un mal-être. Et donc l'idée, c'était d'aller gérer la douleur là où elle naît, c'est-à-dire dans la plaie opératoire. Et donc on va infiltrer toute la zone périarticulaire du genou avec un mélange d'anesthésie locale et d'adrénaline et d'anti-inflammatoire, comme si on faisait une bague tout autour du fémur, tel qu'on peut anesthésier un doigt, si vous voulez. Et le gros avantage, c'est qu'on va avoir un effet antalgique très important, puisqu'on a une action directe sur la douleur. On n'a pas d'effets indésirables généraux, et puis surtout, on n'a pas d'effet moteur. Et donc, la conjonction du fait que le patient peut utiliser ses muscles et qu'il a pas mal, c'est que très rapidement, il va pouvoir se lever et pouvoir marcher.
On associe à ça le fait qu'il puisse marcher et se lever, donc on l'évite de l'attacher à son lit avec des drains et avec des sondes. La dernière ficelle qui lui reste, c'est souvent la perfusion, et on se rend compte que quand on regarde si on repasse quelque chose dans la perfusion, finalement on n'y passe rien du tout, donc on peut la retirer. Donc le patient est déperfusé dès qu'il remonte de salle de réveil. Le premier lever s'effectue sans kinésithérapeute, ça c'est encore complètement à l'inverse de ce qu'on nous a appris. Pourquoi ça? C'est pas parce qu'on n'aime pas les kinés, c'est parce que dans l'idée, si on doit vous demander de vous lever avec un kiné, c'est que quelque part vous êtes un petit peu malade. Et quand on est opéré d'une prothèse de genou ou une prothèse de hanche, on n'est pas spécialement malade. Et donc l'idée qu'on va faire passer au patient, si on lui dit non, surtout ne vous levez pas sans kiné, c'est attention, vous êtes peut-être malade, ce qui est un mauvais message à lui faire passer si on veut le faire sortir rapidement. On le réalimente pareil de la même façon au fauteuil, parce que manger dans son lit, c'est qu'on est malade aussi. Et on s'habille normalement et on met à bas le dogme du fait que dès qu'on rentre dans un hôpital, on se met en pyjama ou en chemise de nuit. Ça n'a pas un intérêt majeur. Et encore une fois, quand vous passez votre journée en pyjama ou en chemise de nuit, c'est souvent que vous êtes malade. Voilà ce que ça donne. Ce sont 3 patients opérés de prothèse totale de genou du jour. Le patient au centre, c'est le patient le plus âgé de la série ambulatoire. Ce patient a 82 ans, il a été opéré d'une prothèse de genou à 9h le matin et là il est 14h. Il promène ses cannes et donc la question qu'on pose, c'est à partir du moment où le patient est capable de déambuler comme ça dans un couloir, à quoi bon le garder dans un lit d'hôpital en dehors de l'empêcher de bouger et finalement de s'encrouter dans son fauteuil ou dans son lit. Le patient de droite, on leur apprend à marcher au plafond parce que c'est la meilleure prévention contre la phlébite. Alors dans mon expérience, donc maintenant avec un recul de 6 ans sur les techniques de récupération rapide et de 5 ans sur l'ambulatoire, on a fait un peu plus de 250, maintenant on est presque à 300 prothèses de genoux en ambulatoire, donc on est au-delà des 8 premières. Il y avait un peu de prothèses unicompartimentales. On a même réussi à faire 2 changements de prothèses unicompartimentales en prothèse totale en ambulatoire. L'évolution, elle est assez spectaculaire, c'est-à-dire que si on regarde l'hospitalisation classique, j'appelle hospitalisation classique un patient qui vient la veille ou le matin et qui reste 2-3 jours et qui rentre à la maison. On voit qu'on était à peu près à un patient sur 2 dans notre première année d'expérience. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à un patient sur 5. Là où on est mal aimé, c'est par les centres de rééducation, parce qu'au début, on était à 53% de patients qui partaient en centre de rééducation. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 6%, c'est-à-dire que quasi aucun patient ne part en centre de rééducation. Ce sont des machines à fabriquer des mauvais résultats. Je le dis sans hésitation, j'en suis persuadé, c'est peut-être un peu extrémiste, mais en tout cas, quand on revoit les patients à la 6e semaine, il n'y a pas photo entre ceux qui sont rentrés à la maison et ceux qui sont allés en centre de rééducation. Et puis maintenant, si on regarde le taux d'ambulatoire, au début c'était juste pour voir si c'était faisable, et aujourd'hui on est à plus de 7 prothèses sur 10 en ambulatoire dans l'établissement. C'est presque devenu une anecdote d'avoir un patient qui est hospitalisé pour une prothèse totale de genou. Et pour être tout à fait complet, il faut savoir que les gens qui vont en centre de rééducation aujourd'hui, ça répond plus à un problème social d'isolement du patient qu'à un problème médical, c'est-à-dire que médicalement, on n'a plus besoin du centre de rééducation. Et je trouve que ça fait cher payer pour un problème social de devoir les envoyer dans un centre médicalisé. Si on regarde les chiffres de la série, on se rend compte que la moyenne d'âge, elle n'est pas beaucoup plus jeune en ambulatoire que sur la moyenne d'âge globale. On a une moyenne d'âge globale qui est strictement identique à la moyenne française. Et on retrouve l'âge plus élevé dans les patients qui partent en centre de rééducation du fait justement de cet isolement. On a été jusqu'à 81 ans donc en ambulatoire, et vous voyez qu'on a une durée moyenne de séjour qui, même en hospitalisation, a été tirée beaucoup vers le bas, puisqu'on est à moins de 2 jours pour des gens qui restent hospitalisés de façon classique. Encore une fois, regardez, le centre de rééducation nous empêche de faire partir les gens rapidement, puisqu'on est obligé d'attendre une place. Donc finalement, le centre de rééducation, c'est une double peine pour le patient. Il reste hospitalisé longtemps dans un centre d'hospitalisation aiguë où il ne va pas faire grand-chose. Et ensuite, il part dans un centre de rééducation où il va faire à peine 1 heure de rééducation dans la journée. Et le reste du temps, il est dans son fauteuil. En termes de complications sur la série globale, oui, on a des complications. On a eu des complications un peu particulières qui sont spécifiques à la récupération rapide, notamment des nécroses cutanées, parce que dans l'infiltration, on a de l'adrénaline. Et dans mon enthousiasme un peu idiot du début, je me suis mis à infiltrer tout, y compris la peau. Et quand on met de l'adrénaline dans la peau, ça fait souffrir la peau et on peut avoir des nécroses. Sur le reste, dans la série, ce sont des chiffres qui sont équivalents à la littérature.
Si maintenant on regarde les complications spécifiques de l'ambulatoire, on a 2 sepsis sur 250, ce qui n'est pas plus que le reste. Et ce qu'il faut noter réellement, c'est qu'on n'a aucune complication thromboembolique. Il n'y a pas de phlébite ni embolie pulmonaire dans la série en ambulatoire. Ça prouve juste une chose, c'est que la meilleure prévention, c'est de marcher. Et quand on fait rentrer le patient à la maison, il marche. Parce qu'il fait plus qu'1,50 m pour aller de son lit aux toilettes, ce qui est la distance moyenne d'une chambre d'hôpital. Pour aller manger, on ne lui donne pas à manger au lit, donc il est obligé de se lever pour aller à table. Et c'est ça la meilleure prévention. On a eu au départ des non-sorties, c'est-à-dire des patients qui étaient prévus en ambulatoire qui n'ont pas quitté la clinique pour des problèmes souvent de nausées et vomissements. Et puis au début de notre expérience, on a des patients qui étaient revenus le soir parce que le pansement saignait. Depuis qu'on a mis en place l'utilisation d'Hexacil, on a beaucoup moins ce type de saignement de pansement et on arrive, dans le pire des cas, à les gérer à la maison sans trop de difficultés. Donc finalement, l'ambulatoire et la récupération rapide, c'est des vraies démarches qualité. Ça nécessite de se remettre en cause et puis d'essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de problèmes possible quand le patient rentre à la maison. C'est un transfert du confort du soignant qui n'a plus le patient sous la main vers le confort du soignant du patient qui est beaucoup plus confortable à la maison que chez lui. Donc, cette fois-ci, je peux vous le dire, si vous voulez faire de la prothèse en ambulatoire, essayez-le, nous on en est convaincus. Et depuis 4 ans, on est ravis d'être rentrés dans cette aventure, et pour rien au monde, on ferait marche arrière. Voilà. Je vous annonce que, comme l'année dernière, l'Académie de chirurgie avait été parrain d'un congrès qu'on avait organisé à Annecy en juin 2016, et on recommence un congrès sur l'ambulatoire en juin 2018. Voilà, merci beaucoup. Merci vraiment Jérôme pour cette excellente présentation. Donc, on attend vos questions, commentaires. Oui, Hubert Joannet. Alors vous avez souligné, d'abord bravo pour ces résultats, vous avez souligné le rôle très important de la consultation infirmière. Alors ma question c'est, est-ce que cette consultation infirmière a un rôle dans la période post-opératoire? Est-ce que vous avez lui attribué une fonction ou pas? Alors la consultation s'effectue avant, et elle a un rôle majeur dans la période post-opératoire puisqu'elle prépare le patient à sa période post-opératoire. C'est-à-dire que c'est vraiment l'infirmière qui va faire en sorte que tout soit prêt après. Le patient, avant l'intervention et lors de cette consultation, repart de cette consultation avec l'intégralité des rendez-vous pris pour l'infirmière libérale, pour le kiné, repart avec ses ordonnances, repart avec tous les documents qu'il faut pour qu'en post-opératoire, finalement, il se passe le minimum de choses. C'est-à-dire que il faut tout faire avant, et le top départ de l'intervention fait qu'après, il n'a plus qu'à marcher avec sa prothèse, et dans l'idéal, il ne se place plus rien. Pas d'appel téléphonique, pas de demande d'examen, de contrôle d'examen par exemple. Il y a un appel téléphonique du lendemain qui est commun à tout patient ambulatoire hospitalisé à la clinique. C'est comme ça, tous les patients qui passent en ambulatoire sont appelés le lendemain, les prothèses comme les autres. Et on n'a pas de contrôle particulier. La radio de contrôle est faite avant qu'il quitte l'établissement l'après-midi même, et il n'y a plus d'autres contrôles particuliers. Oui, une question. Quelle est votre organisation en ville pour le suivi opératoire, pour la prise en charge? Est-ce que les médecins sont compliants ou est-ce que vous avez des problèmes? Alors, dans l'organisation, moi je préviens systématiquement le médecin généraliste que le patient va être opéré en chirurgie ambulatoire grâce à des techniques de récupération rapide, mais je ne lui demande pas d'intervenir, je ne lui demande rien du tout de particulier. Je l'informe, mais je ne lui demande pas. Et la consigne qui est passée au patient, c'est de revenir vers nous au moindre problème. C'est-à-dire qu'il a un numéro de téléphone 24 heures sur 24 qu'il peut appeler. Il tombera toujours sur quelqu'un qui pourra le renseigner. Et en plus, moi j'utilise une application de surveillance via Internet, que ce soit avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone, où le patient reçoit des questions de surveillance, il répond, et moi j'ai des alertes ou pas. Mais on ne cherche pas spécialement à inclure le médecin généraliste dans le système, on ne veut pas spécialement l'exclure non plus, mais il y a aujourd'hui un vrai problème de formation des médecins de ville à ce type de prise en charge. Et l'idée, c'est de ne pas rajouter un problème au problème. C'est-à-dire que si le patient est obligé d'appeler, c'est qu'il a un problème. S'il appelle quelqu'un qui n'a pas forcément la connaissance ou la compétence, eh ben, on va rajouter un problème au problème. Et donc, ce n'est pas la peine de collectionner les problèmes supplémentaires.
Oui, donc Gilles Bontemps, merci beaucoup pour cette présentation brillante où tout a l'air très simple. La présentation a bien montré qu'on est bien dans le cadre d'une innovation en termes d'organisation. Or, classiquement, ce sont les CHU qui sont les lieux de recherche, d'innovation et d'enseignement. Et quand on regarde un petit peu où sont pratiquées en ambulatoire les prothèses, que ce soit les prothèses de genoux, les prothèses de hanche, parce que je rappelle qu'en 2015, il y a eu environ 500 prothèses de hanche faites en France et 400 prothèses de genoux, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas faites dans les CHU, puisque sur ces 400 et 500, il y a 85% qui sont faites dans les cliniques privées, et les 15% autres, c'est pas dans les CHU, c'est dans les CH. Souvent, c'est des CH de petite taille qui effectivement pratiquent cette chirurgie en ambulatoire. Alors la question que je vais me poser, c'est est-ce que finalement les CHU sont, pour ce qui concerne l'organisation du fait de leur lourdeur administrative, sont finalement les lieux les plus amènes pour faire cette pratique en termes d'innovation? On est bien sur de l'organisation là, on est sur ces éléments-là. Quel est votre retour par rapport à ça en termes de pratique? Il est clair que faire changer les habitudes, c'est compliqué. Et plus on va avoir de gens qui vont devoir changer leurs habitudes, et plus on va avoir de résistance au changement et de difficulté à le conduire. Donc forcément, plus la structure va être petite, plus ça va être facile d'amener ça. Donc à CHU, par définition, c'est gros. Et donc ça semble logique que ce soit beaucoup plus compliqué. Encore une fois, parce que, vous l'avez dit, on s'adresse à de l'organisationnel. Voilà. Et il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui tire la barque, parce que même dans les petites structures, il y a de la résistance. Voilà, faut être besogneux. Faut y aller. Vincent Chassin, du point de vue... Ah pardon, Vincent Chassin. Vincent Chassin. Du point de vue prévention du saignement, est-ce que vous avez un protocole particulier, préopératoire à distance, péropératoire, post-opératoire, en dehors bien sûr de l'utilisation de l'hexacil? Et dans la série que vous avez présentée, est-ce que vous avez eu besoin de transfusion post-opératoire dans certains cas? Alors, sur la prévention du saignement, on ne fait rien de particulier en préopératoire. On utilise l'hexacil in situ, c'est-à-dire dans la plaie, en intraveineux et péros, c'est-à-dire qu'on fait en intraveineux à l'induction, on fait du péros 6 heures et 12 heures après l'intervention, et on met, et moi je mets de l'hexacil dans la plaie directement, 4 ampoules, donc 2 grammes d'hexacil, juste avant de mettre les implants. Je laisse ça pendant 2-3 minutes, et il y a une espèce d'hématome un peu mou qui se forme, et après on a beaucoup moins de saignement au moment de mettre les implants. Voilà ce qu'on fait en termes de prévention du saignement. Quant au taux de transfusion, c'est simple parce qu'on les revoit. En 2015, on a transfusé une prothèse sur 127. Et l'année dernière, on n'a transfusé aucune prothèse sur 137. Voilà. Richard Villet. Je voudrais faire un premier commentaire sur l'hexacil. À ma connaissance, à moins qu'il y en ait en orthopédie, il n'y a pas beaucoup d'études prospectives randomisées sur l'effet de l'hexacil, donc est-ce que c'est pas un gris-gris? Et je vous demanderais même gentiment de dire peut-être que vous devriez à partir de maintenant faire moitié avec hexacil et moitié sans hexacil. Ma deuxième question, ça permettrait peut-être de répondre pour toutes les prothèses qui arrivent après. Il n'y a plus du tout de borne basse chez vous, hein, je crois que ça a été défini. Enfin, il y a des bornes basses. On va pas parler argent toute la journée, donc on peut résoudre le problème pour la hanche, pour le genou, parce que ça on n'est pas au courant. Il n'y a plus de bornes basses de niveau 1. Mais il reste des niveaux, les bornes basses persistent sur les niveaux 2, 3. Alors ma question, est-ce que vous faites parfois des niveaux 3? On fait régulièrement des niveaux 2. Des gros obèses? Comment? Des gros obèses avec prothèse de genou? Oui, ça peut arriver, oui. On fait régulièrement des niveaux 2. Et il doit bien y avoir eu l'une ou l'autre niveau 3, mais c'est quand même pas ce qu'il y a de plus fréquent. Et puis, il faut savoir que après le système s'auto-pervertit, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a cherché à multiplier les comorbidités parce que ça permettait aux établissements de gagner plus d'argent. Et maintenant, on fait l'inverse, c'est-à-dire que le médecin dit, mais il essaye d'enlever les comorbidités si on fait de l'ambulatoire pour éviter d'être pénalisé. Voilà. Donc, finalement, si on fait plus de niveau 3, c'est peut-être parce que notre médecin dit, mais il est bien briefé et pour éviter de faire perdre de l'argent à l'établissement. Moi, j'aurais 2 questions, Jérôme. Encore merci, c'est un très beau message pour tout le monde. Quid des installations intra-articulaires plutôt que péri-membre inf?
Et deuxièmement, est-ce que tu demandes un accompagnant pour la première nuit? Et oui. pourquoi? Oui, ça fait partie des critères ambulatoires de l'ASFAR. Il me semble que le patient ne peut pas être Non, seul. c'est si besoin. Ah, oui, Donc, est-ce qu'en pensant ça, est-ce que tu... Alors, nous, on demande plus qu'un accompagnant pour la première nuit, on demande même un accompagnant à la consultation infirmière. C'est-à-dire qu'on demande un accompagnant tout le temps du parcours du patient, parce que souvent, on s'est rendu compte au début de notre expérience qu'il y avait certains patients d'ambulatoire qui avaient refusé l'ambulatoire, pas à cause du patient lui-même, mais à cause de l'accompagnant. Parce que là, ça faisait peur à l'accompagnant. Donc maintenant, nous, on demande l'accompagnant pour tout le temps. Mais plus parce que c'est plus dans l'acceptation du mode ambulatoire que dans un mode de surveillance pure. Parce que c'est vrai que, honnêtement, les retours de première nuit, on n'en a jamais. Jamais. On peut avoir éventuellement des gens qui vont passer des coups de fil à 4 jours, 5 jours, 6 jours, mais la première nuit, ça n'arrive pas. Et dans l'articulation, donc pas d'instillation? Si, en fait, on fait une infiltration. C'est dommage qu'on n'ait pas vu le film, mais il y a d'abord un premier temps infiltratif qui est périarticulaire, tous les tissus, et une fois que l'articulation est complètement fermée, on met encore un bolus d'anesthésie locale intra-articulaire même. Et on laisse un cathéter intra-articulaire qui est réinjecté le lendemain avec un nouveau bolus d'anesthésie locale dans l'articulation. Qui est intra-articulaire. Celui-là est purement intra-articulaire. Celui-là qui n'est pas valorisé par un acte de c'est même plus que ça, c'est même pas qu'il n'est pas valorisé, c'est qu'il n'existe pas dans la nomenclature infirmière. Oui, Gérard Morvan, un micro. Dans la série, je pense qu'il y a des patients qui ont été opérés des deux côtés, dont un côté classique et l'autre en ambu. Est-ce que ces patients qui sont leurs propres témoins ont donné une différence entre les deux côtés? Qu'est-ce qu'ils choisissent? Le premier de la série fait partie du cas, puisque c'était le premier en ambulatoire. Il avait eu le premier côté 2 ans auparavant en classique. Et en fait, c'est ces gens-là qui nous ont appris beaucoup. C'est-à-dire que... un petit exemple, une petite anecdote, mais le premier patient donc en ambulatoire, quand je l'ai revu à la 6e semaine, je lui ai demandé ce qui allait ou ce qui allait pas, et il m'a dit par exemple que à l'hôpital, les lits étaient beaucoup plus hauts que le lit qu'il avait chez lui. Et donc du coup, je me suis dit, il faut peut-être prescrire un lit médicalisé à la maison. Et le patient m'a dit, ah non, pas du tout, au contraire. Comme le lit était plus bas, je faisais beaucoup plus d'efforts pour me relever du lit et donc j'ai pu récupérer mon quadriceps plus vite. C'est le patient qui me l'a dit, alors que moi je pensais pas, je voulais lui proposer le contraire. Donc ces gens-là nous ont permis de bien évoluer et de nous rendre compte que finalement l'hospitalisation a un effet fortement délétère sur l'état du patient par rapport au fait que quand il rentre chez lui. Pareil pour les escaliers. Les patients qui ont la chambre à l'étage, qui ont été opérés des deux côtés, considèrent que ça a été un bien de devoir monter les escaliers parce que ça les a fait récupérer plus vite, alors qu'à la clinique, ils ne marchent pas, tout simplement. Et donc, c'est pas systématique, mais il y a une constante, c'est que les patients qui ont été opérés en hospitalisation classique et en ambulatoire disent qu'ils étaient beaucoup mieux parce qu'ils ont bougé. Et on en arrive même à imaginer que les patients qui bougent ont beaucoup moins mal que les patients qui ne bougent pas, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer. Ça, c'est une règle constante de ce que les patients disent. François Dubois. Pour ceux qui sont en âge de travailler, il doit y en avoir. Est-ce qu'il y a une différence sur la date de reprise du travail? Alors, ça, c'est pas... j'ai pas de chiffres, et puis il n'y a pas grand-chose dans la littérature qui compare les prothèses de genoux au travail ou pas au travail. Mais de façon évidente, ceux qui rentrent à la maison très rapidement sont autonomes pour la vie quotidienne très rapidement. J'ai des patients qui, au 8e jour, prennent leur voiture pour aller chez le kiné tout seuls, en autonomie totale. Donc à partir du moment où les patients sont capables de le faire pour aller chez le kiné, on peut imaginer que pour le travail, c'est pareil. Après... c'est difficile de répondre de façon unitaire sur le travail parce que tout dépend aussi du travail, Si c'est un travail de bureau derrière, assis sur une chaise derrière un bureau, le facteur limitant va être la conduite automobile parce que s'il doit conduire pour aller travailler. Par contre, quelqu'un qui est maçon, même s'il est autonome pour la vie de tous les jours très rapidement, il ne va pas reprendre son travail aussi rapidement. Donc l'impression, c'est de dire oui, mais le groupe est tellement hétérogène en fonction du travail fait. Et puis après, ça ne représente quand même pas non plus la grande majorité des patients d'une prothèse de genou qui travaillent. La plupart sont plutôt généralement sans activité.
Bon, merci beaucoup à Jérôme. On va poursuivre la séance.